Merci. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dire quelque chose. C'est vraiment hot d'être ici parce que vous avez ma Dream Team préférée. Tu sais, je reçois souvent les appels en réponse d'incidents. Je suis le premier répondant, puis souvent, c'est QTI le problème. Ben ça, si j'aurais, dans le fond, un choix de joueurs à faire dans un cyber-incident, c'est ces 4 personnes-là. Je suis très fier de travailler avec vous. Merci beaucoup d'être là. La première personne que je vais présenter de KPMG, c'est Xavier, qui, je pourrais dire, a bien des histoires partagées. Je suis sûr que si vous voulez des potins, c'est le gars, là, je vous le dis. Ensuite de ça, on a Sébastien Lafont de Lucie Assurance. Très compétent, j'ai déjà fait des événements aussi avec lui. Naturellement, on a Rosalie Jeté de Tories. Il faut dire, moi je suis Tories, mais c'est Tories qu'il faut dire qu'il faut. Et ma chère amie, qu'on se texte à des heures pas possibles, Julie Himo, qui est une breach coach très compétente, connue partout au Québec. Maintenant, peux-tu dire? Oui, je suis pas mal sûr. Je pense que oui. Donc, le panel, dans le fond, on va passer à travers des questions des cyber-incidents et faire en sorte de s'améliorer, puis apprendre peut-être progressivement sur qu'est-ce qui est arrivé, des potins. Mais la première chose, je pense que ce serait bien qu'ils commencent par détailler leur rôle. Qu'est-ce qu'ils font au sein de l'organisation, qu'est-ce qu'ils font aussi dans un cyber-incident. Donc, je commencerai peut-être par toi, Xavier. Yes. Xavier Normand, directeur principal pour la pratique de réponse aux incidents pour KPMG. Simon David l'a bien dit. Mon rôle à moi, c'est l'équivalent un peu là, des premiers répondants, les pompiers qui vont intervenir là, dans le cadre d'un cyber-incident. Puis là, ça va du courriel compromis au ransomware sur plusieurs sites à travers le monde. On est vraiment là, une SWAT team, si on veut, qui vient accompagner le client tant dans les premières minutes de l'incident, lorsque tout est à terre, il n'y a plus rien qui fonctionne, on vient contenir un peu l'attaque, s'assurer que le pirate on est en maîtrise, que le pirate est à l'extérieur du réseau. Parce qu'on vient comprendre ce qui s'est passé, puis c'est là qu'on vient répondre à des questions aussi avec les breach codes, l'exfiltration de données, ces choses-là. On va participer aussi aux discussions avec les attaquants, la reprise des activités. Donc, vraiment, tout ce qui entoure la gestion de l'incident, c'est moi qui va être votre joueur. Merci. Bonjour. Donc, moi, Sébastien Lafont, courtier spécialisé en assurance professionnelle, technologie et cyber-risque. Mon rôle, en fait, là, dans tout ça, je suis pas mal en première ligne. J'espère être là avant qu'arrive un incident, finalement, puis pouvoir offrir un produit qui va aider le client à gérer son risque. C'est comme ça qu'il faut voir ça. En fait, c'est que le produit d'assurance, ça ne remplace pas la sécurité informatique, ça ne remplace rien du tout, ça vient juste compléter les efforts que vous pouvez faire et vos clients aussi en sécurité informatique. Donc, il va toujours rester un risque, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut le couvrir parce que souvent, ils vont investir beaucoup d'argent, vos clients, et vous-même, dans l'assurance et la sécurité informatique. Bien, demain matin, vous ne voulez pas avoir à débourser des frais supplémentaires là, qui viennent de vos poches et augmenter votre perte et pas réussir à bien gérer votre risque. Fait que je suis un peu un vulgarisateur entre ces gens-là, ici, et vos clients et vous, quand il arrive quelque chose, pour un peu. Des fois, on a l'impression que les assureurs, les TI, les clients, ils ne se comprennent pas quand ils se parlent. Bien, moi, j'arrive à faire que tout le monde se comprenne et travaille ensemble. Donc, c'est mon rôle. Bonjour, Rosalie Jeté. Donc, je suis sociétaire chez Tories, qui est une firme d'avocats. Donc, en fait, moi, je travaille avec Julie, donc on vient du même bureau. En fait, on agit comme breach coach lors d'incidents, la réponse à des cyber-incidents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, breach coach? Bien, en fait, c'est qu'on est des avocats externes qui viennent accompagner, conseiller les entreprises dans leur réponse aux incidents. Donc, on travaille généralement avec des gens sur l'équipe de Xavier. On travaille avec différents fournisseurs. Puis nous, en fait, on vient vraiment s'assurer qu'au niveau légal, conformité réglementaire, tout est couvert. Donc, c'est ça. Ma pratique se divise pas mal également entre la conformité réglementaire et la réponse aux incidents. Alors, Julie Himo de chez Tories également. Alors, comme Rosalie, je suis avocate spécialisée en protection des renseignements personnels, en cybersécurité et également en litige. Donc, si jamais dossier devient litigieux, il me fera plaisir d'aller à la cour et de faire une petite bataille. Essentiellement, on travaille chez Tories, on travaille tant avec des assureurs qui vont nous référer des assurés qui ont acheté de la couverture cyber qu'avec des clients non assurés,
qui ont pas, soit qui ne se sont pas qualifiés ou qui ont choisi de s'auto-assurer dans un contexte d'incident de sécurité. Et donc, on va les accompagner là, avec la firme de réponse aux incidents et les autres intervenants, les négociateurs pour une rançon et tout ça. Donc, on va retenir les services des fournisseurs que l'on a besoin pour gérer l'incident, aider l'entreprise à récupérer ses systèmes informatiques, enquêter. Évidemment, c'est pas moi, c'est Xavier et son équipe qui va enquêter si on travaille avec vous, ce qui est généralement le cas au Québec. Donc, également, on va donner des instructions aux négociateurs au niveau de la stratégie de négociation avec un pirate, soit pour obtenir des outils si on n'est pas capable de rebâtir avec des sauvegardes ou si on veut obtenir des informations sur ce qui a été exfiltré de l'environnement. Donc, il y a différentes stratégies qu'on met en place. Alors, c'est vraiment notre rôle au quotidien et on travaille aussi avec Simon David, avec Sébastien dans différents contextes, mais tout ce qui concerne les interventions, mais aussi en prévention. On fait des tabletop exercises, on va aider les clients à faire une simulation, une vraie simulation d'incident avec un scénario. On fait intervenir les équipes. Nous, on ne parle pas beaucoup, là, on lit les faits puis on laisse les gens pratiquer. Après ça, on fait des débriefs avec eux pour leur dire, ben voici, ça c'était très bien, ça, il y aurait place à amélioration. On va préparer des politiques aussi au terme de la loi 25 pour les aider à être conformes. Et au niveau de la cybersécurité, des plans d'intervention, etc., toutes les politiques d'utilisation des technologies d'information qu'une entreprise a besoin pour être prête et conforme à la législation. Merci beaucoup, Julie. Pour un peu palper la salle, je suis curieux, qui a déjà été victime d'un cybercrime majeur dans la salle? Levez la main. Quand même. OK. OK, super. Puis pour le fun, qui est un département TI dans une entreprise, là, pas un MSP, là, le département TI? OK, ça répond. Et qui est MSP? Ça va être la dernière, ou Value Added Reseller? Parfait. Fait qu'on a une salle un peu divisée. Oui. Donc, j'avais pensé à une chose, c'est que je fais comme je fais tous les jours, je vous appelle quand il arrive quelque chose. Ça vous tente-tu de faire une situation d'un cyber-incident? Parfait. Fait que je vous mets en contexte. Il y a beaucoup d'entreprises qui m'appellent, ou même que ce soit des MSP ou des départements TI, dans le fond, qui sont un peu dans une situation critique. Fait que je vous détaille un peu l'histoire, là, comment ça se passe, notre travail ensemble. J'ai un client qui m'appelle et il dit « Simon, tous les systèmes sont arrêtés. Je ne suis plus capable de rien faire, je ne suis plus capable d'accéder à aucun document. Il y a un fichier sur le bureau. Qu'est-ce que je fais? » Fait que là, naturellement, vous comprenez que c'est un ransomware qui est en cours. Puis là, moi, je suis peut-être en lien TI avec le gars, je suis peut-être mandataire, je suis peut-être juste un ami d'un ami, on ne le sait pas. Là, il dit, c'est là que souvent les gens ne savent pas quoi faire en commençant. Fait que la première chose que je fais, moi, personnellement, c'est que je vais appeler Julie. Puis là, Julie, ben, je vais lui dire, écoute, Julie, mon client, il est arrivé telle et telle chose, je lui dis, peux-tu l'aider, ainsi de suite. C'est Julie. Mais s'il aurait été assuré, par contre, je l'aurais appelé Sébastien. Fait que c'est ça la différence. Moi, je me recommence souvent avec des clients qui sont assurés ou pas cyberassurés. Dépendamment du type de cas, dans le fond, ça va aller entre Julie et Sébastien. Fait que dans ce cas-ci, je vais faire comme si le client ne serait pas assuré. Fait que je passerai la POC à Julie. Là, qu'est-ce que tu fais, Julie? Bien, c'est sûr que je vais parler au client. Puis le premier appel, ça va être pour déterminer ce qui se passe, grosso modo, quelle est la nature de l'incident, quels services ils ont besoin au niveau de la gestion de l'incident. Est-ce qu'ils ont quelqu'un déjà qui est capable de les aider à contenir? La priorité au début, c'est de comprendre s'il faut contenir l'incident, s'assurer de la sécurité ou s'il y a encore un risque là, au niveau de la sécurité. Donc, déterminer les services qui sont requis à ce niveau-là. Et ensuite de ça, comprendre aussi le type de renseignements personnels qu'ils ont sur leur environnement, le nombre d'employés, est-ce qu'ils ont de l'assurance, pas de l'assurance? Je sais que ton scénario est qu'ils n'ont pas d'assurance, mais on pose des questions. Des fois, c'est surprenant parce que des fois, les clients pensent qu'ils n'ont pas d'assurance, mais je leur dis, appelez votre courtier. Puis des fois, c'est surprenant ce qu'on peut trouver dans des avenants. Alors, on a eu des petites victoires comme ça en posant des questions. Puis ensuite de ça, évidemment, je vais appeler une firme de réponse aux incidents. Pour les mandater avec le client et déclencher en fait l'enquête. En fait, les services pour contenir l'incident, puis aussi l'enquête pour déterminer comment les pirates ou les tiers non autorisés, appelons-les comme ça, sont entrés dans l'environnement, ont eu accès. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le but ultime d'un avocat, qu'on appelle un breach coach dans ce domaine-là, c'est de pouvoir donner des conseils juridiques
au client à savoir ce qu'il doit faire en termes de notification, là, il y a des notifications aux individus, à la Commission d'accès à l'information au Québec, mais aussi aux clients, parce que souvent, nos clients ont des contrats avec leurs propres clients. Alors, on va passer à travers tous ces contrats potentiels importants pour voir s'il y a des obligations. Alors, on va faire ça et on va accompagner le client là, au niveau de l'enquête. Peut-être, Rosalie, tu veux parler aussi de la possibilité de retenir un négociateur, parce que ça fait partie aussi dans les premiers 24 à 48 heures, ça fait partie des conseils qu'on va donner à un client si on parle de rançongiciel. Absolument. En fait, il y a différentes raisons pour lesquelles on pourrait vouloir avoir recours à un négociateur. Une des raisons pourquoi, c'est qu'on veut, premièrement, entrer en contact avec l'attaquant pour non seulement savoir, souvent, d'une note de rançon typique, on pourrait potentiellement savoir c'est qui déjà l'attaquant, il pourrait s'identifier par un nom de groupe qui est connu, sur lequel on a des informations de base. Ça étant dit, on veut essayer d'avoir le plus d'informations possible de la part de l'attaquant pour savoir ce qu'il en est. Parce que vous comprendrez qu'on met en place toute une équipe, on veut obtenir le plus d'informations possible au niveau technique, avec l'enquête, avec l'équipe de Xavier. Cela étant dit, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, gagner les accès au système, si on veut analyser des choses, on a besoin de logiciels ou différentes choses. J'imagine que Xavier pourra vous en parler en long et en large sous peu. Mais entre-temps, on va potentiellement vouloir aller chercher l'information, déterminer est-ce qu'il y a une demande de rançon, c'est quoi le montant. On pourrait vouloir entrer dans une négociation tactique dépendamment de est-ce qu'on a besoin de gagner du temps, est-ce qu'ils ont mis un timer, c'est quoi notre menace, sur quels systèmes sont impactés. Il y a plein de choses en fait qu'on va devoir confirmer ou tenter de découvrir. Pour lesquels ça pourrait être nécessaire d'entrer en contact avec ces gens-là puis d'avoir un dialogue. L'autre chose, c'est que dans certains cas, malheureusement, il est possible qu'on envisage la possibilité de payer une rançon. Ça arrive, il y a des cas dans lesquels c'est quelque peu inévitable parce que tous les systèmes sont paralysés, l'interruption de service pourrait mettre l'entreprise en faillite, ce genre de choses-là. Donc, il y a différentes raisons. Donc, il est possible qu'on ait besoin d'un négociateur parce qu'on veut littéralement négocier. Donc ça, c'est un autre point qu'on évalue toujours avec nos clients. Demander la balle se transfère à... À toi. Il n'est pas sûr. Il est pas sûr. Assurément que dans ce genre de situation-là, on conseille vraiment à ce que les gens soient assurés. Croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Mais non, mon rôle, point de vue réponse aux incidents, c'est vraiment d'être là pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses au bon moment dès le début de cet incident-là. Trop souvent, on serait appelé un peu trop tard. Il y a déjà des actions qui ont été prises. C'est important de préserver la preuve. Puis nous, c'est notre outil de travail, ces preuves-là. C'est avec ça qu'on va venir répondre aux questions. Julien en a parlé. Au niveau, est-ce que l'attaquant est encore dans votre réseau? C'est important quand on est en train de parler avec un attaquant qui, lui, n'a plus d'entrée sur votre réseau. Donc, le containment va être une première étape. S'assurer que l'environnement est sécuritaire. Des fois, ça va passer par couper Internet. Si je vous demande aujourd'hui, à brûle pour point, qui serait prêt à couper Internet demain matin, puis de vivre avec les impacts, probablement qu'il y a beaucoup de gens, qui se demanderaient s'ils sont capables de le faire, point de vue technologique. Puis, est-ce que c'est viable pour l'entreprise de le faire sur une période prolongée? Donc, tu sais, c'est toutes des questions qu'il faut réfléchir à l'avance. Ensuite de ça, il y a vraiment la portion investigation, parce que là, on va passer les systèmes au peigne fin. On ne va pas passer tous les systèmes. On va aller avec ce qui nous semble des bonnes pistes. Rapidement, en début d'appel, là, on va poser quelques questions. Puis, avec ces questions-là, généralement, 10-15 questions, on est capable déjà d'avoir identifié une possible intrusion. Puis on va avoir une idée de par où est-ce que l'attaquant peut rentrer. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les attaquants de type rançongiciel, c'est des low-hanging fruit qu'ils vont ramasser. Des systèmes qui n'ont pas été patchés, phishing, puis là, j'en passe, mais c'est les principaux. Puis, c'est purement financier, l'objectif. Okay? Donc, l'investigation va venir aider à comprendre, c'est quoi les mouvements que l'attaquant a fait, quel système a accédé. Et là, après ça, c'est là qu'on se repenche vers les breach coach pour leur demander qu'est-ce qui était contenu dans ces systèmes-là. Est-ce qu'il y a des données personnelles sensibles? Est-ce que l'attaquant les a exfiltrées? Peut-être que l'attaquant va nous dire que oui. Nous, c'est à nous, notre job, c'est de venir confirmer ce que l'attaquant a dit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. On parle avec le criminel.
Donc, toute la portion investigation, ça s'échelonne souvent sur plusieurs jours. Mais plus qu'on a de preuves, plus qu'on a de journaux d'accessibles, plus que ce temps-là va être raccourci. Si on prend un incident là, où il y avait très peu de journalisation d'activité, que les systèmes avaient été effacés avant même qu'on arrive, bien, l'incident, au lieu de prendre 3 jours, il en prend 11. Okay? Donc, les impacts sont beaucoup plus grands. Fait que c'est important de bien faire les choses au bon moment et d'être accompagné par les bonnes personnes. Puis, on accompagne aussi dans tout ce qui est reprise des activités. Donc, comprendre c'est quoi la priorité des systèmes, qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi on doit axer. On ne veut pas que l'investigation bloque le retour des activités. On veut vraiment s'assurer qu'on fait ces étapes-là en parallèle pour qu'on reprenne les activités rapidement. Et puis, l'objectif aussi, c'est une fois qu'on part, bien, qu'on se retrouve dans une meilleure posture de sécurité qu'on l'était, qu'on a identifié c'était quoi la brèche pour éviter que l'attaquant revienne encore. Donc, ça couvre ça. Tout ça, ça se passe très vite avec des longues heures, croyez-moi. Oui, justement, j'aimerais savoir comme question complémentaire. Combien par année? Combien d'incidents? Oui. Je vous dirais plus de 200 par année, de tout genre. C'est sûr, là, il n'y a pas de 200 ransomware qu'on gère par année. Là. On gère beaucoup de ransomware, on fait beaucoup de business email compromise, des employés qui vont voler des données, des enquêtes sur des fraudes. Donc, tout type, dès que ça implique un équipement informatique, un téléphone, on va venir intervenir dans ce genre d'incident. Sébastien? Oui. Mettons qu'il était assuré. Bien, quand on écoute là, les réponses aux incidents et tout ça, l'assureur, il vient juste faire en sorte que la réflexion, c'est d'appeler l'assureur. Donc, la réponse est rapide et tous ces gens-là ont des partenariats avec les assureurs et les assureurs les utilisent. Il n'y a pas un TI chez un assureur, là, je veux dire, qui va venir faire une réponse à l'incident, l'enquête forensique. Pas d'avocat chez l'assureur qui va venir faire le breach coach. Ils prennent des gens qui sont spécialisés dans ça et ils les utilisent selon le territoire. T'sais, comme au Québec, souvent on va avoir des KPMG, des GoSecure, pas les nommer, mais c'est souvent les mêmes noms qu'on voit. Julie, je vois d'autres gens aussi, et tout ça qui sont utilisés. En fait, moi, le breach coach, je l'appelle le chef d'orchestre. Okay? Fait que c'est lui qui dit à tout le monde quoi faire, quoi pas faire. Puis, tu sais, j'ai entendu dans la salle, il y a des MSP, il y a des gens qui donnent des services TI, qui revendent du matériel. Si les gens ne sont pas assurés, là, je peux vous garantir par expérience, c'est vous qui vous appeler. C'est sûr que c'est vous qui appelez quand il arrive quelque chose. Puis ils s'attendent aussi que vous allez régler la chose. Moi, je le vois, là. Tu sais, j'ai des gens avec qui je travaille qui me disent « Non, moi, je fais affaire avec telle compagnie. » Puis d'un matin, s'il arrive de quoi, c'est eux autres qui gèrent ça. Mais quand je leur explique qu'est-ce que ça implique, la gestion d'un incident, bien, malheureusement, ça va impliquer d'autres ressources. À moins que vous me dites que vous avez tous ces ressources-là dans votre entreprise, mais j'en ai pas vu d'entreprise comme ça. Donc, c'est pour ça que je peux me prononcer. Mais bref, au bout de la ligne, Xavier l'a dit, malheureusement, il y a des incidents qui sont pris en considération trop tard. Puis souvent, quand on a une assurance, ça n'arrive pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont de l'assurance puis qui n'appellent pas l'assureur quand il arrive de quoi puis qui essayent de régler les choses par eux-mêmes. Ça arrive malheureusement. Mais généralement, puis moi, les commentaires que je vous apporte là, ça vient de gens comme vous. Parce que je travaille avec des gens comme vous, j'assure des gens comme vous aussi pour leur responsabilité professionnelle et qui ont des clients qui ont des attaques informatiques. Puis je peux vous dire qu'il voit carrément la différence entre le client qui est assuré et le client qui n'est pas assuré. Le client qui n'est pas assuré, c'est complètement viré vers lui puis pense que c'est lui qui va tout régler. Le client qui est assuré a appelé l'assureur, a appelé le TI, puis le TI s'est fait dire ça allait être quoi son rôle dans le règlement de la crise par le breach coach. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon de gérer ce risque-là. Ça vous aide vous. Ça vous aide aussi si vous vivez un incident, parce que c'est possible de le faire. On en a ici qui en ont déjà vécu, malheureusement. Même si vous êtes dans le domaine, vous n'êtes pas sans risque. Donc, l'accompagnement, l'assurance fait en sorte que tout est fait dans la bonne ordre et rapidement. Peut-être en complément, l'équipe de réponse aux incidents, peu importe si c'est KPMG ou un autre, n'est pas là pour remplacer les TI, n'est pas là pour remplacer votre fournisseur TI. Ils sont là pour travailler main dans la main avec eux autres. Donc, pendant qu'il y a des efforts de recouvrement, ben, ces gens-là ne perdent pas leur énergie à faire une investigation pour laquelle peut-être ils n'ont pas les outils, puis ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances, puis l'historique d'une équipe spécialisée. Tout à fait. Puis, est-ce que tu sais, en général, là,
qu'est-ce que ça fait si quelqu'un vous contacte 15 jours après? Non, mais sérieusement, ça l'arrive. Écoute, tu dis 15 jours, mais il y a une différence entre se faire appeler le lundi, le mardi puis le mercredi. OK. Le mercredi, les gens ont essayé le lundi, le mardi de régler leurs problèmes, ça n'a pas marché, ils ont tout brisé, on n'a plus rien. Ça prend beaucoup plus de temps. Quelqu'un qui nous appelle le dimanche, le lundi, le samedi, on le sait que ça vient d'arriver, on sait que les évidences sont fraîches, en tout cas pour ce que l'attaquant nous a laissé comme évidence. Donc, ça se règle beaucoup, beaucoup plus rapidement. Puis souvent, l'impact, ben, c'est plus d'argent, plus de temps, plus de temps. D'avoir pas notifié tout de suite aux gens là, nécessaires. Un point que je voulais faire par rapport au MSP dans la salle. Parfois, j'ai des questions d'un MSP dont le client a été attaqué puis qui se préoccupe de sa propre responsabilité en raison de l'attaque. Puis c'est une crainte qui est légitime, c'est-à-dire que mon client, une fois qu'il va avoir fini de vivre son incident, va se retourner contre moi puis va me dire c'est de ta faute parce que c'était à toi à gérer mon système. Puis je me suis fait poser la question récemment par un client, en fait par un MSP dans un dossier, est-ce que l'assureur pourrait se revirer contre moi en subro? Alors, c'est sûr que c'est une préoccupation qui peut vous passer par l'esprit quand ça vous arrive. J'en ai pas vu beaucoup des réclamations d'une entité qui s'est fait attaquer puis qui a voulu se retourner contre son MSP en responsabilité. Une chose qui est importante, c'est que ce que j'entends des MSP dans ces scénarios-là, c'est j'ai fait des recommandations au niveau TI, au niveau sécurité, ils m'ont pas écouté. Ça retarde, ça traîne. Documentez vos dossiers, vous. C'est bien important que vous mettiez tout ça par écrit dans des courriels. Comme ça, si jamais ça arrive, inévitablement, s'ils n'ont pas activé MFA, ils n'ont pas patché au bon moment, ils ont d'autres recommandations, mises à jour qui n'ont pas été respectées, assurez-vous que tout ça, c'est documenté, si ce n'est que dans des courriels, pour que si éventuellement ça arrive, ben vous allez pouvoir dire, ben écoute, je t'ai fait mes recommandations, tu ne les as pas suivies, alors je ne suis pas responsable. Mais généralement, c'est arrivé une fois où j'ai envoyé une mise en demeure à un MSP suite à la demande d'un client corporatif. Puis je trouvais que c'était vraiment patent dans ce cas-là, la responsabilité. Mais en général, ces choses-là s'arrangent. Alors, n'ayez pas peur de lever le drapeau puis d'appeler rapidement des experts externes en enquête. Parce que c'est pas notre premier réflexe de blâmer le MSP, parce qu'on comprend que l'entité, si elle est dans cette situation-là, généralement, c'est une question de budget, c'est une question de manque de staffing à l'interne, c'est manque de volonté, ça n'a pas été fait, mais ça a été recommandé par le MSP ou par tout autre consultant en sécurité qui est impliqué dans le dossier. Je ne sais pas, Sébastien, toi, si dans ton expérience comme courtier, tu le vois, là, des recours en subro, mais je ne pense pas que c'est la norme, là, ou que... Et là, il faut expliquer, subrogation, c'est l'assureur qui revient contre le responsable. Autrement dit, c'est l'assureur de votre client, mettons, qui pense que vous avez commis une erreur, qu'on pourrait vous le reprocher. Puis, c'est ça, là, une subrogation. Non, j'en ai pas vu vraiment. Mais moi, j'ai vu des clients qui ont envoyé des poursuites eux-mêmes. Ils n'étaient pas assurés. Puis, c'est souvent là, c'est quand le client il est sur le bord de la faillite. Là, il y a un avocat qui rentre, qui n'est pas nécessairement un bridge coach, un avocat qui dit « ben là, t'avais-tu un courtier? » Parce qu'on n'est pas à l'abri, là. Si le client avait un courtier d'assurance, le courtier d'assurance, il n'a jamais parlé d'un produit d'assurance cyber-risque, ben, il y a peut-être un avocat qui va lui dire tu peux peut-être aller chercher quelque chose là. Parce que c'est lui ton conseiller, il aurait dû te le dire. Mais là, tout devient dans la documentation. Est-ce qu'on l'a offert au client? Est-ce qu'on l'a mis dans le dossier? Est-ce qu'on lui a expliqué? Je vais vous dire plus loin que ça. On a déjà, puis là, je nommerai pas l'entreprise, mais j'ai vu une poursuite envers un cabinet d'assurance parce que le client a vécu un événement ransomware, il y avait une rançon de 450 000 à payer, plus l'événement et tout ça. Sauf que nous, on lui avait dit qu'on ne pouvait plus l'assurer parce qu'il ne mettait pas les choses en place. Et on avait réussi à y garder une certaine couverture de responsabilité. Bon, il avait dit tout ce qui était en lien avec le ransomware. Bon, il a très bien expliqué, là. Ça, tu vas avoir 25 000 de couverture pour ça. Ah non, je ne mets pas ça en place, ça coûte 15 000. Tu sais, les discours que vous entendez, je l'entends autant, moi, dans ma cour, quand je dis à quelqu'un que ça prend ça pour s'assurer. Fait que là, il veut pas. Je vous le dis, 6 mois après, il a vécu un événement ransomware. Je ne sais pas la perte totale. Là, je sais le montant de la rançon. Mais tabarouette, après ça, il y a un avocat qui a envoyé une mise en demeure chez le cabinet d'assurance.
Fait que, tu sais, c'est pas juste vous, là. Tu sais, c'est toute une question que, tu sais, les gens, ils se disent, je fais affaire avec toi, t'es supposé me conseiller pour ça, c'est toi. Puis là, après ça, quand il arrive quelque chose, ils cherchent un coupable. Mais quand c'est bien fait, puis là, on parle de responsabilité, on parle de votre responsabilité qui pourrait être mise en jeu, mais si vous êtes assuré, quelqu'un vous reproche quelque chose, sachez que votre assurance prend fait et cause. C'est tout de suite l'assureur qui prend ça, qui regarde ce qui est allégué contre vous et qui va prendre votre défense. Et c'est obligatoire au Québec. On a une obligation de défense quand on est assureur. Les frais de défense sont en dessus des limites aussi. Donc, il faut s'attendre. Fait que, tu sais, ayez jamais peur, là. Quelqu'un vous reproche quelque chose. Mon courtier, j'y parle, en espérant que vous ayez tous un contrat d'assurance. Si ce n'est pas le cas, vous m'appellerez. Merci. Fait qu'il nous reste quelques minutes. On va prendre les questions ouvertes. Est-ce que tu peux te lever pour poser la question pour être sûr qu'on t'entende bien? Merci. Mise en situation, une compagnie, une PME qui se fait crypter. Comment vite ça va bouger? Si ça a été déterminé que son point de non-retour, c'est 48 heures, il ne peut pas être down plus que 48 heures. Est-ce que l'assureur va bouger assez vite pour débloquer des fonds, pour aller chercher des serveurs temporaires, pour repartir les opérations le temps qu'une firme comme KPMG fasse l'enquête forensique? En fait, tout ça est déterminé par le forensique, le besoin. Mais oui, mais l'assureur, là, je vous le dis, la plupart des assureurs, puis je peux parler d'expérience, 10 minutes, l'assuré est rappelé. C'est par des gens comme KPMG. Là. Tout de suite, 10 minutes. Tu sais, souvent, là, tu as un numéro, il y en a qui c'est une application, il y en a qui ont développé toutes sortes de façons de notifier l'assureur. Habituellement, moi, je m'attends à une réponse en dedans d'une heure. Tu sais, c'est ça que je veux, là, que je m'attends pour mes clients, mais en général, je le vois en dedans de 30 minutes. Exact. Ben, peut-être juste pour ajouter, ça prend du temps payer une rançon. Ça a l'air étrange, là, mais ça se fait pas comme ça. Alors, si on doit payer une rançon, si on détermine très rapidement, puis il faut travailler avec Xavier pour comprendre si les backups sont viables, sont accessibles. Puis il y a un jeu de patience là pour déterminer si on paye la rançon ou si on est capable de retrouver nos systèmes avec des backups. Mais payer une rançon, ça prend du temps parce qu'il faut s'entendre avec les pirates, il faut qu'ils nous répondent, il y a un décalage 12 à 14 heures selon où est-ce qu'ils sont situés. Puis après, il faut transférer l'argent aux négociateurs, acheter de la crypto-monnaie, faire le paiement. Alors tout ça, ça prend pas 48 heures. C'est sûr que nous, les professionnels, on va se revirer de bord très rapidement. En 1 heure, on est contacté puis l'équipe est en place. Là, c'est très rapide notre affaire. Après, le processus prend un petit peu plus de temps. Donc, il faut juste être conscient de ça. C'est pas aussi rapide que ce que vous suggérez. Mais quelques jours, puis ça peut être fait. Et on n'est pas obligé nécessairement de racheter du nouveau matériel. Dépendamment de l'incident, dépendamment de comment ça se déclare, on est capable, nous, d'aller rapidement chercher des évidences, puis de faire en sorte de dire, bien, OK, parfait, regarde, ces systèmes-là ne sont pas d'intérêt pour l'instant, on va les utiliser dans le recouvrement. On comprend vos priorités. Assurément que je vous recommande d'avoir quand même assez d'équipement informatique, là. Mais c'est ça, chaque incident est différent, puis c'est du cas par cas. J'avais une question ici, oui. Un deuxième, après ça, je vais aller à ces 3 personnes-là. Monsieur? Est-ce que ça existe un exercice de crypto, de transfert encrypté dans l'entreprise? Puis, est-ce que tous les paliers sont validés? C'est-à-dire légal, assurance, restauration, récupération? Oui, bien, Julie en a parlé un peu tout à l'heure. Ça s'appelle les tabletop exercises, donc des exercices de simulation d'incidents. Il y en a à plusieurs niveaux. Il y en a vraiment au niveau exécutif, hein, où est-ce que toutes les notions, est-ce qu'on paye une rançon, les impacts business. Puis on en fait aussi des vraiment techniques avec mon équipe de réponse aux incidents, où est-ce qu'on va faire des scénarios bien précis, basés sur votre réalité, puis on va regarder comment les équipes TI réagissent à cette situation-là. Puis ensuite de ça, on va être là pour donner des recommandations par rapport à la prochaine fois, c'est telle action qui aurait dû être faite, ou non, ça a été bien fait. Pensez à rehausser tel aspect de votre protection au niveau de leur journalisation. Vous allez avoir une meilleure posture de sécurité. Donc, on sort de là avec une idée à quoi ça peut ressembler. Puis plus qu'on joue le jeu, bien, plus qu'il y en a même des fois qui ressentent vraiment réellement la pression. Donc, il faut que ça soit bien fait. Mais oui, puis je le recommande fortement. Parfait, merci. Une question là, oui. Moi, je peux revenir par rapport à la question précédente. En fait, moi, je suis un technicien, mais
de ce que je comprends, est-ce que si les clients nous appellent et disent là, je suis victime de. On laisse rouler les machines, donc on le laisse continuer à faire tout ce qu'il a à faire, ou on les coupe. Parce que nous, ça arrive des fois, la cliente arrive avec son poste, je suis pas encrypté à l'atelier, qu'est-ce que je fais avec? Là, on ne l'occupe pas, parce qu'elle l'a débranché. Ouais. En cas d'un serveur, est-ce qu'on laisse rouler le serveur? On lui laisse la porte ouverte à tous ces... Ce qu'il faut qu'on... Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffrement, il faut voir une cyberattaque là, comme un ransomware, comme une pièce de théâtre. Puis le chiffrement, c'est le dernier acte. Tout ce que le pirate avait à faire, il l'a fait avant. Fait que quand il chiffre l'environnement, c'est pour vous dire « coucou, c'est le temps qu'on se parle ». OK, donc, moi, ce que je recommande à ce moment-là, c'est de contacter justement une équipe de réponse aux incidents, Breach Coach, l'assureur si c'est le cas. Puis l'évaluation de cette situation-là va se faire très rapidement dans la première heure, puis dépendamment de ce qu'on va constater, puis dans la posture à laquelle vous allez être, les impacts que ça a pour la business de tout fermer ou non, c'est là qu'on va prendre les bonnes décisions. Alors, pendant cette première heure, oui. on l'arrête? On préfère de garder tout ouvert pour éviter de perdre des éléments de preuve qu'on pourrait avoir besoin. Mais là, il y a un risque que ça se propage sur les autres postes. Il ne faut pas voir ça comme un verre. Hein. Un ransomware, c'est une activité hands-on keyboard. L'attaquant, il a sélectionné les machines qu'il allait chiffrer, il a appuyé sur le bouton, puis le chiffrement est parti. Okay? Dans des entreprises, ça s'est propagé. Oui, avec des GPO. C'est par un poste, ça deuxième, troisième, puis ça va jusqu'au serveur. Exact. Donc, pendant cette heure-là, on laisse tout rouler. Puis, ben, imaginez que vous n'avez plus de backup parce que l'attaquant les a supprimés. Les seules données que vous avez, c'est ceux-là qui sont en train d'être chiffrés. Et que si vous fermez le serveur, vous allez corrompre les seules données que vous pouvez récupérer. Je préfère être capable de les récupérer en payant une rançon que de ne plus avoir rien du tout. Donc, c'est toujours un trade-off. Ça, c'est peut-être un petit point important. Quand on négocie pour payer une rançon, c'est une partie de la rançon, ça peut être d'obtenir une clé de déchiffrement. Donc, la fameuse clé qui permettrait, qu'on pourrait envoyer à l'équipe de Xavier, puis que lui pourrait essayer d'appliquer pour déchiffrer les systèmes. Mais s'il y a eu corruption, comme Xavier parlait, s'il n'a pas été capable de poursuivre, de terminer son chiffrement, des fois, il arrive qu'on reçoit une clé que quelqu'un a achetée par le paiement d'une rançon, on n'est pas capable d'utiliser parce qu'il y a une corruption, donc elle ne fonctionnera pas, la clé. Ça, c'est toujours un risque à savoir quand on parle de rançon, là, puis on veut payer une rançon. Mais c'est quand même un fait majeur parce que si on arrête le chiffrement, on ne veut jamais qu'il y ait un chiffrement qui se propage, mais si on corrompt le processus, après ça, peut-être qu'on s'enlève une option, qui est celle d'obtenir une clé de déchiffrement. Je préfère qu'on coupe Internet que qu'on ferme les serveurs. C'est la dernière question qu'on a pour aujourd'hui, madame. Oui. En fait, on dirait qu'il y en a de plus en plus et je me dis, c'est souvent comme avec impunité, c'est-à-dire que c'est rare qu'on entend qu'il y a eu un fraudeur, un pirate qui se fait attraper. Donc, est-ce que dans la démarche que vous faites, forensique, de trouver c'est quoi qui est touché, tout ça, vous essayez aussi d'aller chercher des éléments de preuve pour retrouver les coupables? Écoutez, les acteurs sont principalement souvent de l'Europe de l'Est. À part, je vous dirais, dans les fraudes de virements bancaires qu'on voit au Québec, où est-ce que là, on voit clairement que c'est des acteurs locaux. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est les éléments de compromission qu'on trouve, les adresses IP, on va les transmettre immédiatement avec des partenariats qu'on a avec la GRC et puis la Sûreté du Québec. Donc ça, on le fait de façon anonyme ou non, toujours sur le conseil des Breach Coach. Donc, ce n'est pas une action que je peux prendre de mon cru et de les envoyer. Donc, je demande l'autorisation avant de le faire. Puis, ça permet de faire accélérer grandement les enquêtes internationales pour mener à des arrestations, pas des arrestations, mais à des démantèlements qu'on a vus avec Black Cat, AlphaV, puis Lockbit, puis bien d'autres qui sont à venir. Là. On partage ce genre d'informations-là toutes les semaines avec les autorités. Donc, je sais que c'est malheureusement terminé, mais vous avez des personnes qui sont très disponibles. Allez-vous rester un petit peu pendant oui. Oui, parfait. Donc, vous pouvez aller les voir, poser des questions qui n'ont malheureusement pas eu le temps d'être besoin d'être répondues. Sinon, vous avez des coordonnées LinkedIn pour se connecter à l'écran. Vous avez juste à scanner le code QR. Ça nous a fait plaisir. Je te laisse les derniers mots de la fin, Julie. Merci beaucoup d'avoir été là.